Nous sommes de retour pour la suite de cette journée, première journée de la 6e semaine des LCS Europe. Sean, comment ça va? Bon, écoute, tranquille, très content d'avoir passé aussi la Lyon eSport avec toi. C'est vrai que c'était sympa. On a pu commenter la première étape du LoL Open Tour ensemble. Et là, on a pu suivre sur les coulisses, sur le canapé, la dernière game. Et on a vu le dive de Totoro. T'as du mal à le dire à Totoro. Et la victoire des Unicorns of Love. Splice, compliqué quand même. On joue une des équipes les plus simples des LCS Europe, normalement, et défaite, donc ça les met pas fort. De toute façon, c'est toujours compliqué de perdre en milieu de saison contre le dernier du classement. Ça coûte toujours très cher. Donc du coup, il passe à 5-6. 5-6 pour Splice et 3-8 pour UOL, effectivement. Ouais. Et bon, après, on voit aussi une tendance, c'est que... genre c'est jamais gagné contre les équipes de bas de tableau, et puis ça a toujours été un petit peu comme ça en Europe, pour être franc. Où toujours il peut y avoir, même c'est les Rocats, je crois, qui sont comme ça en ce moment, c'est-à-dire qu'ils sont capables de toujours gagner contre les gros et de leur faire peur. Et je crois que d'ailleurs en plus ça tombe bien parce que c'est le match d'aujourd'hui. Rocats contre G2, et G2 qui est très en forme en ce moment, Chips. Effectivement, les G2 qui reviennent en force, qui sont maintenant positionnés tout en haut, première place du classement. Et Roccat, alors qu'il y a une équipe qui joue vraiment les troubles faits depuis quelques temps, mais il faut dire qu'en général, ils arrivent surtout à gêner leur jeu est très orienté sur le 1-3-1, et surtout, on sait qu'ils aiment abuser du Ryze en speed push. Oui. Pas de chance, il n'y a plus de possibilité de faire le combo magique pour s'échapper maintenant. On l'a vu, donc je me demande un peu ce que ça va donner du côté des Roccat. C'est vrai que ça semble être un des gros fondamentaux de leur jeu. Et je sais pas par quoi ils vont le remplacer. Ils aimaient beaucoup abuser du 1-3-1. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire si on veut vraiment faire speed push blanc? Non, mais là, on a en fait, ce split là, ce week là est vachement révélateur de comment les équipes sont adaptées après les derniers récents patchs. Et puis surtout qu'on a le 8.4 qui arrive, donc ça va être limite une nouvelle saison qui arrive à partir de la semaine prochaine. Mais là aussi, même pour Roccat, l'enjeu sera de contrôler Perkz tout le long de cette mid lane, parce que bon, il joue beaucoup autour du mid avec le reste, on en a parlé, mais Perkz pour moi est vraiment hyper fort en ce moment. Il est d'ailleurs le brillantissime élève qui enfin se dit allez, on a eu suffisamment de mauvaises notes, maintenant il va falloir commencer à travailler un petit peu pour finir l'année proprement. Et d'un coup là ils sont montés en puissance, contrairement par exemple à Vitality qui malheureusement a eu 0-2, bon après ce n'est qu'un week-end, mais ils ont vraiment, si je ne me trompe pas, on l'avait regardé un petit peu ensemble, ils avaient éclaté Vitality la semaine dernière, les G2. Oui, tout à fait. C'était presque le perfect game. Vitality avait seulement pris 2 dragons. Voilà, ils avaient perdu sur tout le reste, ils n'avaient pas eu un kill, ils n'avaient pas eu une tour, forcément pas un Ashore. Alors les Roccat, Profit, Mento, Blanc, EQ, Norskeren. Une équipe effectivement qui a pu être surprenante, mais encore une fois, pas mal dans l'abus finalement. Avec le 1-3-1 qui était pratiqué. Alors la semaine passée, ils ont été battus par H2K, mais ils ont battu Schalke. Donc une semaine à Schalke est en difficulté aussi. Hein, Schalke en difficulté. D'ailleurs, la semaine passée, il y avait déjà plus le combo avec Ryze. Non, le save combo, on est d'accord. 8.3 qui est apparu, et Schalke était en difficulté vraiment beaucoup par rapport à leur line-up et à ce qu'on attendait. Aussi à mon avis, c'est autre chose, mais avec tout l'engouement qu'il pouvait y avoir d'un point de vue médiatique et digital, c'est-à-dire que Schalke aussi, leur Twitter, leur Facebook, leur Instagram, etc. ont été hyper mis en avant, et du coup forcément on attendait des belles stats, et du coup Roccat a réussi à les battre assez facilement, et en face il y a G2. G2 effectivement, alors on les connaît, même si cette équipe est nouvelle, il faut se reconstruire une identité, mais tu peux pas non plus faire fi de l'héritage des 2 années précédentes. Donc Jankos en parlait, ça doit pas être simple, même si lui disait franchement, comme on est une nouvelle équipe, je sais qu'on a beaucoup gagné, bon je sais que G2 a beaucoup gagné et je veux beaucoup gagner, mais c'était pas moi, et en fait il y avait que Perkz, et Perkz maintenant il joue avec 4 mecs qu'il connaît pas, donc il va falloir essayer il faut un peu rebâtir. Donc j'ai l'impression du côté des joueurs G2 on essaie un peu d'éloigner la pression de tous ces titres juste par une justification qui est valable effectivement. Mais G2 est vraiment une équipe de zéro. Sur le papier, vraiment pour connaître ces joueurs et pour les avoir côtoyés, ils sont vraiment très forts. En fait, c'est une line-up qui est très forte. C'est pas les plus shiny, tu vois. Alors tu te dis pas Wunder, trop cool, c'est le top laner qui va faire des 50 penta, etc. Yarnan non plus, Wadid non plus, mais c'est des joueurs qui sont très très forts et qui ont en fait une courbe de progression et d'intelligence et de maturité qui est en fait très élevée par rapport à la moyenne, et donc ils apprennent, etc. avec un prodige qui est Perkz, qui est maintenant devenu un mini Bjergsen, et même presque un Bjergsen aussi, on peut le dire, et Jankos qui est l'un des meilleurs junglers
de tous les temps en Europe. Donc on a une bonne line-up et le coach aussi, Graves. Graves qui a été chez Rocat, donc c'est une petite revanche pour lui parce que c'est son premier split avec G2. Il joue contre son ancienne équipe, son ancien manager qui doit connaître. Fly. Aussi notre ami Fly. Et on a un first pick de Tristana, rentrons dans la draft. On a il faut regarder les bans en red side les plus importants. On a Skarner. Skarner, Gangplank, Braum et un first pick de Tristana. Et tout de suite contré par Tahm Kench. Effectivement, Tahm Kench du côté des G2. Donc alors, qu'est-ce qu'on va décider de pick en ADC côté G2 avec ce Tahm Kench? Et la Camille flex bien sûr, hein. Il faut toujours penser à Camille maintenant comme un pick flex avec dans la jungle un clear assez moyen mais un très gros potentiel de gank. Et on va partir sur un Azir pour Blanc. Il a été très convaincant je trouve avec Azir, hein, pour Blanc. C'est bien là, sans doute le meilleur joueur avec Norsqueren pour moi des Rocats dans ce début de saison. Comme d'habitude avec un Azir, hein, toujours chercher les champions tank parce qu'en fait Azir a besoin d'une fight qui dure lorsque les soldats sont au milieu. À chaque fois tu as besoin d'avoir un maximum d'auto-attaque, pas genre juste un burst. Parce que du coup sinon les gens s'en vont, font des flash-out et du coup tu n'as plus de soldats. Et surtout avec le buff qu'il a eu, enfin le changement qu'il a eu il y a quelques semaines, quelques mois, avec ces 3 soldats qui lui permettent d'avoir une meilleure vitesse d'attaque lorsqu'ils sont activés. Et du coup on va répondre par Zac. Zac qui a un bon pick, qui est une bonne alternative qu'on n'a pas vu à la game précédente et qui sera joué ici. Et donc ça veut dire jungler côté G2. Bon, on révèle au passage la Camille, hein, donc si... il n'y aura plus la possibilité de bluffer le flex jusqu'au bout côté G2. Intéressant ce qui donne une option en moins quand même en red side. Ouais. Mais en même temps, vu la situation, ça va ban des junglers côté G2. Peut-être ban le Jarvan également. Et ban la Janna. Oh, Janna peut-être contre Zac, c'est intéressant. Moi je préfère le Thresh, dans tous les cas contre un Zac, pardon. Qu'est-ce qu'on va prendre là du côté de G2? Tu l'as dit Chips là. Il faut je pense prendre la Dekari pour garder le last pick pour la mid lane pour Perkz. J'ai vu aussi un petit peu là en regardant sur le chat par rapport à Perkz, il y a beaucoup de gens qui pensent que Bjergsen est bien en dessous de Perkz. Bien sûr il faut comparer un peu les palmarès. Bjergsen a fait quand même de très grandes choses et Perkz pas encore assez. Il a été à un très bon niveau notamment au MSI. Mais aujourd'hui Perkz commence à suivre les pas de Bjergsen. Et on lui souhaite le meilleur bien sûr aujourd'hui. Et voilà, il va avoir le last pick. On a oublié de prendre les Dekari. Varus c'est un très bon choix là je pense ici Chips. Varus c'est bien effectivement. Ça reste un des meilleurs champions en lane et un des meilleurs power spike à un item pour un ADC. Parce que dès que tu as ta Guingsoo, t'es directement un énorme danger. En fait c'est assez fou la différence qu'il y a entre Varus pas Guingsoo et Varus au moment où il l'obtient. C'est vrai. Alors faut stacker bien sûr Taginzu, mais le pick devient absolument redoutable. Taric, ok. Rocat. En tous les cas on est obligé de libérer le pick. Le Volibear pourrait être pour le prochain patch. Volibear qui est devenu un champion. Du coup. Ouais, il s'est fait bien up. Hein. Je pense que c'est un champion qu'on va peut-être voir, bien sûr confirmé avec les scrims, les entraînements et puis ensuite les compétitions. Et on a peut-être un Jax pour Memento. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on a pris pour Perkz? Il va nous jouer le Corki. Ok. Et ça va jouer le Corki. Donc finalement, Rocat qui affiche plutôt des ambitions en termes de scaling. En tout cas, sur les carries, c'est vraiment visible. Maintenant, G2 a... ils ont... En fait, les deux équipes ont en quelque sorte un double ADC, hein, puisque Azir, en un sens... il a un côté un peu ADC dans sa façon de jouer, même si bon, le Shurima Shuffle est un peu différent quand même. Mais chez G2 c'est pas mal là ce qu'ils ont comme compo. On a aussi beaucoup de disengage. On va espérer que la Camille soit un peu plus devant pendant le mid-game face au Gnar, puisque c'est vrai que c'est un match-up qui est intéressant. La Camille peut snowball assez facilement. C'est un des gros leviers qu'ils ont vraiment. Après ça demande quand même du gank. Ouais. Parce que Camille versus Gnar, c'est pas 100% free win pour la Camille. On a vu des conditions où justement personne ne venait gank sur cette top lane. Et le Gnar, en fait, des bons joueurs de Gnar réussissent à prendre le 1v1. Donc il faudra que ça nécessite un peu d'investissement, un Camille versus Gnar pour faire gagner la Camille. Ouais, le public là qui va se chauffer avec des banderoles Rocat d'un côté en bleu.
Pas trop de banderole du tout, on n'a pas trop vu. EQ à l'écran, l'ADC prodige. Alors prodige est un terme peut-être un peu évasif, mais un peu comme Upset, c'est les nouveaux rookies, mais qui sont plus rookies. Après, il a pas trop, il a pas la réputation d'un Upset quand même pour moi, EQ. Je trouve qu'il a loupé un peu sa transition vers une acceptation générale d'un prodige en fait. Enfin, pour le coup, pour moi, c'est quelque chose qu'il doit regagner et pour moi, ça reste le joueur le plus faible de l'équipe Roccat. Complètement. J'aime bien l'engouement comme ça, c'est quelque chose qu'on voit un tout petit peu moins dans l'e-sport ces derniers temps. Parce qu'il y a quand même beaucoup de games, beaucoup de BO3, tu sais, genre beaucoup de plus de quantité que de qualité. Et là maintenant qu'on voit des BO1, bah du coup même les supporters sont bien plus enjoués et réjouis à l'idée de vraiment supporter leur équipe sur ce match. Et là il y en avait pas mal de Judge G2, on a bien un peu un public qui chantait. Mais alors, on va surtout voir en premier Chips. Le start des junglers. Effectivement, avec un Zac. Où est-ce qu'il commence ce Zac? Parce que là, les deux junglers sont ils sont face à face, au-dessus de la mid lane. Et du coup, ça sent quand même un start bleu pour Memento. À ce stade, je pense que. Ouais, moins, non. Non, il a laissé sa ward. Ouais. Bon, il va commencer au raid. Et du coup. Pareil pour le Zac de Jankos. Et il commence au bleu. C'est intéressant parce que bon, souvent les Zac ils aiment bien faire un camp annexe et utiliser. Il y a deux endroits de la carte où tu peux vraiment jouer les deux camps. Enfin, en fait, il n'y en a qu'un vraiment, c'est le bleu plus Gromp. Et le red plus les Crux, tu peux aussi utiliser ton Q. Tu joues pas vraiment les deux camps en même temps. Mais tout à fait, et on voit beaucoup de Zac qui commencent au loup justement, qui ensuite vont au bleu avec le level 2 et qui peuvent attirer et le Gromp et le bleu. Alors je sais pas si du coup il y a une stratégie différente. Peut-être ça dépend aussi du timing de clear, parce que si tu fais loup, bleu, Gromp, ça prend plus de temps, donc t'es pas forcément sur un timing sur un gang top. Et vu que les deux junglers ont démarré en bas, on a l'information bien sûr, parce qu'on voit que le Taric et le Tristana ont aidé le Jax. Bah du coup c'est un peu le premier jungler qui arrive au top, fait la différence. Et ça arrive souvent que les top laners disent j'ai juste besoin d'un petit gank ou un peu de pression, soit dans le coin. Je veux pas forcément vraiment qu'on ait un kill, mais ne me laisse pas tout seul, sinon je vais mourir, c'est l'autre. Et on notera le ping de Memento et des rocades, je pense. C'était au niveau des corbins de Jankos. C'était il y a une vingtaine de secondes, donc on anticipait une présence du Zac au niveau de ces corbins. Pour l'instant, bon, c'est un tracking un peu basique quand même. Reste à prendre un vrai élément d'information du côté des rocades. Memento qui abandonne le carapateur. Il hésite un peu. Ouais, il pourrait faire le carapateur. Effectivement, il n'y a pas de rush. En plus, on va sûrement le voir avec la ward. Ça a été pingé sur la minima pendant qu'on a beaucoup de vision, bien sûr, sur ce match-up au top. Parce que, encore une fois, les junglers sont comme des vautours. C'est-à-dire que si des cibles sont low HP, directement ils vont le savoir, que ce soit sur la communication ou tout simplement sur la caméra, en fait, ce qu'ils vont regarder. Et du coup, ils vont être attirés vers le top. Donc là, le trade, forcément, entre le Gnar et la Camille est au cœur de ce match. Et encore une fois, ça pas mal ping côté Roccat au niveau des Krugs. Donc je pense qu'on sait à peu près où se positionne Jankos pour l'instant. Et de toute façon, on contrôle bien cette rivière pour les Roccat. Important notamment pour que Profit ne puisse pas être gêné dans son 1v1. Il faut empêcher le snowball de cette Camille du côté des Roccat. C'est important que Profit reste en vie, qu'il ne donne pas de kill à Wunder. Bon, c'est pas du genre, hein. C'est pas un top laner qui meurt tout le temps, Profit, ou en tout cas qui joue sans trop regarder sa carte de manière générale, donc on va faire attention ici. Il y avait le Jax qui était derrière, on le voit encore une fois, il est en train de back, le grappin ici qui est utilisé. Non, finalement on sera plus téméraire sur le choix du grappin Chips. Mais c'est ça, le back de Memento juste à côté de sa top lane, donc on reste là jusqu'au dernier moment en soutien. Stun, alors on a quand même des duo lanes très safe, ce sera pas facile d'avoir des kills, hein, surtout quand les niveaux 6 arriveront avec un ulti de Taric. Et juste intéressant la stat que vous voyez en bas, hein, donc JP qui est le qui est pas Carnage, le jungler participation, proximity pardon, c'est là vraiment pour dire que Jankos passe très peu de temps sur la top lane. Et ça c'est une stat qu'on prend en compte quand on analyse les matchs. Elle est apparue vers fin 2015, début 2016 et ça aide beaucoup parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, les joueurs ne font pas exprès d'aller à un endroit ou ne pas aller à un endroit, mais ça reste quand même genre tu vois inné, genre ta manière de penser dans le jeu, chacun est unique. Et si par exemple un tel jungler ne va pas souvent au top, soit du coup tu prends un match-up hyper agressif pour ton player et du coup il abuse, soit du coup tu fais que gank cette personne là et
Mais du coup, c'est-à-dire qu'encore plus, si un top laner s'en sort alors qu'il n'y a jamais son jungler, c'est que c'est un très bon joueur. C'est-à-dire qu'il arrive à lire et à toujours anticiper. Et pour l'instant, on voit Wunder. Alors justement, c'est intéressant cette donnée parce que Jankos passe peu au niveau de la top lane et Wunder et les G2 ont pris un pic top, potentiel counter, en tout cas potentiel snowball sur le Gnar. Donc est-ce qu'on va vraiment l'utiliser, ce pick top du côté des G2? Pour l'instant, Wunder a l'air de bien s'en tirer dans le 1v1 pur, puisque les junglers ne sont pas venus apporter de dégâts ou quoi que ce soit. Juste de la vision sur la top lane, mais il n'y a pas eu d'impact purement sur les trades. Wunder, un petit coup de tour. C'est beau, hein, c'est de la micro, mais vraiment ce match-up Gnar-Kami, c'est... En fait, c'est un 50-50 qui est pas vraiment 50-50. En fait, ça dépend de comment c'est joué. Mais le grappin a été utilisé. Il ne reste plus que 2 secondes sur le cooldown. Peut-être pouvoir s'échapper. Les deux joueurs le savent. Voilà, Memento va le chercher. Mais il y a le grappin. Profite à reculer. Peut-être une mésentente. Il a peut-être pas le jump. Tu sais, il a utilisé de manière défensive. Dans tous les cas, il pouvait pas catch up. C'est vrai. C'est vrai. Après, peut-être qu'il a pas cru au fait que Memento mettrait le stun. Ça peut faire mal. Il y a le heal encore de EQ. Lorsque Ren qui peut reculer. C'est un beau trade. Parce que genre le match-up Varus Tahm-Kench contre Tristan Atarix, c'est pas forcément le match-up le plus exaltant qui existe, mais ils ont réussi à faire un bon trade. Après il y a des potions, il y a des coquilles, il y a des biscuits. Ouais, c'est vraiment difficile de prendre des kills sur cette bot lane. Encore une fois, quand il y aura l'ulti du Taric, ce sera peut-être bloqué. Les supporters... On encourage, alors qui est-ce qu'on encourage? Ils ont bien aimé, je pense que c'est G2, ils ont bien aimé ce trade de Tahm-Kench. Peut-être. Ça les a réveillés, mais ouais. C'est le genre de moment où il faut vraiment aussi, tu vois là, il suffit de 2 secondes et la bot lane en face elle est full HP, alors qu'à l'époque c'est vrai que lorsque tu avais des champions un peu plus agressifs, on pense à Zyra notamment en support, bah si tu prenais un mauvais trade, aïe, ça faisait mal. Là, bon tu te dis, bon les gars juste... Tu penses avec les Targons, t'as les Doran Shield qui sont là aussi. Ouais. J'ai pas vu, mais ouais, je crois qu'il y a un Doran Shield bot. Du côté de Varus, oui, ça je ne sais pas. On voit juste les stats de Yarnan et Wadid, la bot lane de G2. Gros KDA. Les damage participation des... En week 5, bien sûr. Ouais. 37,9% des dégâts de l'équipe Yarnan en week 5. Il faudrait que Perkz a joué un Galio et une Zoé, je crois. Ouais, ça c'est les damage participation, pour moi c'est toujours une stat qui est très difficile à mettre en avant parce que ça dépend de la draft exclusivement. Et ça me faisait penser à des joueurs même de l'époque qui jouaient beaucoup de Ziggs, tu vois, ou de S-Mid, etc. Qui avaient 45% de damage percentage et t'es en mode bah ouais c'est normal, une jeu de champion qui poke de 10 km, mais c'est du poke qui ne te permet pas d'avancer sur la carte. Ah mais disons quoi, c'est sûr qu'il faut toujours mettre en relief ce genre de stats avec d'autres données, mais ouais ça dépend beaucoup des champions et des drafts bien sûr. Même les gars des supports, tu vois, genre si un mec joue 5 games de bronze, c'est super bien fait de la part de Profit. Profite qui enchaîne, Wunder qui doit reculer, le shield de Wunder qui proc, Profite encore quelques secondes de méga Gnar, on va tenter de mettre au maximum, attention et on a TP dans le dos de la part de Perkz, Profite qui passe en petit Gnar, Wunder qui tente de gagner autant de temps que possible, Profite, la dernière auto-attaque et le first blood en faveur de Wunder. Le level Wunder qui kite au maximum, qui utilise son ulti, qui gagne le plus de temps possible pour l'arrivée de Perkz. Qui temporise avec son ulti pour passer au-dessus du boomerang, qui le dodge pour pile poil mettre le heal suffisant. C'était sublime de la part de Wunder, vraiment, parce que là, ça change beaucoup la donne. On passe d'un first blood pour O4 à un first blood pour G2. Et pour la Camille, dont on en parlait justement, ce match-up Snowbally sur ce Gnar. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au début, la Chips? Parce que là... Il est parti quand même vachement. Vraiment surprenant que le stun touche de là. Je m'attendais à ce qu'il s'arrête devant le mur. Après, il a fait une petite erreur, c'est-à-dire qu'il a cherché l'aggro pour avoir son passif, mais toujours en range de tour. Là, c'est bien quand même. Son passif a tanké la tour. Le balayage tactique qui est utilisé pile avec le flash pour avoir la deuxième partie, qui est beaucoup plus rentable. Ouais. Et là... Après, il y a l'arrivée de Perkz, bien sûr. Bonne communication. Et Perkz qui ne perd rien sur l'échange, qu'on l'a vu peut-être un petit peu après, mais c'était une cannon wave. Et donc, du coup, le canon en fait a tanké tous les coups de la tour. Donc, certes, il a perdu le canon, mais il n'a pas perdu l'expérience des 6 creeps. Donc, pour lui, le trade est excellent. Le fait d'être remonté top pour avoir laissé la mid lane, et Blanc avait pris la décision d'aller dans la rivière et de ne pas push le mid plus que ça. 10 CS d'avance aussi pour le mid laner sur son Corki. Et là attention parce que Wunder, on le sait, c'est un joueur qui a quand même des tendances à être
il aime bien chercher les duels, Wunder. Enfin voilà, on se souvient de son Kled notamment chez les Splice. C'est un joueur qui aimait bien comme ça prendre des match-up un peu snowbally. Très agressif. Et du coup, le mettre dans cette situation, on en parlait, G2 n'est pas une équipe qui investit énormément sur la top lane, en tout cas dans les statistiques. Oui. Maintenant, Wunder, ça vaut le coup pour moi de lui mettre... Alors bon, là c'est pas un gank, mais en tout cas c'est une action qui finit en sa faveur. Et donc on va voir s'il va pouvoir peut-être snowball sur Profit. Profit d'ailleurs, double item d'Oran, Tabi Ninja. Très early, ça va lui permettre de tenir un peu, mais Wunder aura rapidement une trinité et Profit risque de galérer hein, avant. Son Black Cleaver va arriver très tard. D'ailleurs, est-ce qu'il va faire un Black Cleaver? Normalement oui. Bah, a priori, c'est le stuff classique où tu fais derrière tu as du danseur fantôme qui arrive en 3ème item je crois. Donc, ça dépend un petit peu de la game si tu as besoin de MR ou pas. Mais s'il y a un train entre Perks et Blanc, ça peut aller vite. On aurait peut-être pu y aller là, du côté de Blanc, mais non, il y avait le Zac. Il avait eu l'information et Blanc qui va tenter avec le flash. Oh, c'est flashé de la part de Perks. Il a vu venir le flash de Blank. Et Memento qui ne pourra toucher personne, il ne pourra rien faire. C'est du flash pour flash sur cette mid lane. Ouais, c'était bien senti. Hein. Là, il y avait une possibilité de faire déjà un premier trade. Et le fait d'avoir respecté Zac et ensuite de ne plus le respecter lorsqu'il avait plus son combo, ni son E ni son A. Ah, du coup ça permettait de faire un trade de flash et là comme d'habitude les deux flashs ont été utilisés et en top et en mid. Maintenant les junglers sont obligés de tourner autour de ces endroits là pour essayer de provoquer et de créer la différence. Là c'est peut-être parti, du coup c'est au bot qu'on décide de partir. Chips, le jump de Tristana. C'est un bon stun de la part de Northcuren au passage, mais il est forcé au flash. Et G2, est-ce qu'ils veulent aller faire le dragon? Est-ce que tu commites pour un océan? En tout cas, parce que mid, Perks va push la wave. Ce sera un back finalement pour Jankos. On a un Memento qui est invisible pour l'instant. Vraiment pour le coup il a été sur aucune action. À 12 minutes de jeu pour un jungler. Après bon c'est Jax. Donc Jax c'est un champion qui scale bien. Mais quand même on n'est plus sur la définition du jungler farming, bon, tu vois. Il scale bien, encore que ça dépend des items. Hein. Ouais, et Zac aussi scale bien, d'une autre manière. Il est encore plus tanky. Un Zac qui te vient dessus lorsqu'il a 2-3-0 et 3500 HP. Tu te dis pas, cool, j'ai un Jax qui scale. Donc. Mais ouais, Memento là il va faire vraiment full tank. Ouais. Après. Cinderella, Trinité, a priori avec des tabis. Au vu de la game, parce que c'est une composition très équilibrée de la part de G2, on n'en a pas trop parlé. Camille a des dégâts physiques, Varus également. Et encore il y a des dégâts magiques, notamment avec le Carquois meurtri. Il y a pas mal de dégâts magiques qui se glissent là-dedans. Et Corki Zac, attention à Corki bien sûr, le faux ami de League of Legends, 80% de ses dégâts sont magiques. Et si on va tenter d'y aller, c'est bien fait de la part de Blanc. Le Boeing du côté de Jankos, on ramène Blanc, et là, il y a du monde du côté des Rocats, la duo lane qui s'est joint aux festivités. Memento également, le press d'y attaque sur Wadid et le dernier hit du côté de EQ. Ce sera un partout au niveau des kills entre ces deux équipes. Ouais, c'était bien joué de la part des deux équipes, même on va dire il y avait un bon niveau de trade, ça s'est rendu de très bons coups pour coup. Et même Blanc avait bien lu l'arrivée du Zac. C'est pas mal cette partition impériale directement pour punir l'agression. Ouais, et puis après et un peu avec le soldat, ensuite il est revenu directement. Ici le jeu de Yorgo, je sais pas s'il a vu, je crois pas qu'il l'a vu, hein. On le voit pas s'il a pas la vision. Il le sait pas, du coup Memento va peut-être avoir une opportunité. Jankos qui recule prudemment sous la tour, ça TP, c'est Wunder. Il peut y aller, hein. Non 2v2 non, ils hésitent, on a Blanc et Memento juste en dessous. Ça bouge côté Rocat. Hein. Alors là, ils sont pas sur une draft où ils pourront abuser du 1-3-1 comme ils avaient pu le faire en week 4 notamment. Bon réflexe de Blanc. Alors, il se jette dans le Boeing. Ouais, t'as là sur la droite, t'as même Wadid qui joue bien, hein, qui pile poil utilise son bouclier au milieu pour pouvoir le rentabiliser au maximum. EQ par contre qui porte un peu son courage et décide de flash in pour pouvoir le finir avec l'ulti. Donc ouais, bien fait de la part de la DC de Rocat ici qui était lucide. Il a pas flash. Hein. Ah bon? Il a... Ouais, là il a... Ah oui, tu as raison. Okay. Il a quoi? Il a avancé. Il y a un truc, on l'a vu avancer dans le replay. C'est pas avec un jump. Je sais pas, peut-être... là j'ai un doute. En tout cas... Je l'ai cru voir avancer d'un coup, ou peut-être sur un jump qu'il avait fait précédemment que je l'avais pas vu, mais... C'est en tout cas bien joué de sa part. Mais on a toujours à 1000 gold de retard à l'heure actuelle. Quand même pour Rocat, ça paraît beaucoup d'ailleurs. C'est au niveau du farm essentiellement. Ouais, top. Mid, des bots, oui, en fait c'est vrai que G2 a l'avantage partout.
Donc alors l'avantage n'est pas non plus colossal pour G2, mais parce que l'avance est pas colossale de façon générale sur les match-up. Voilà, on parle d'une dizaine de CS à chaque fois. Perkz qui va venir récupérer ce bleu. C'est un Perkz donc sur Corki. Il est bien là. C'est pas son premier Corki d'ailleurs. 170 creeps en 15 minutes, c'est vrai que c'est toujours très solide. Et on voit ici à droite Azak, 9 victoires et 2 défaites pour notre ami Jankos. Après c'était un joueur qui a beaucoup gagné chez H2K, il fut un temps, qui est même allé jusqu'en demi-finale des Worlds. Forcément. Son Zach mérite du respect. Quand il était un peu dans la méta, il avait un peu disparu. Et on va prendre la première tour en pas mal de pression qui a été mis, même le décalage de Perkz qui a beaucoup aidé. Et au final, voilà, sur un travail d'équipe essentiellement, pas de match-up pur de V2. First Blood, et en plus on deny une wave. Ouais, parce qu'il n'y avait pas. Enfin, Varus, Tahm-Kench, c'est fort, mais pour moi, il n'y a pas un avantage vraiment colossal face à Tristana Taric. Donc, beau boulot du côté de Yernan et Wadid. Et donc ouais, c'est bien ça, c'est le premier Corki de Perkz cette saison. Ouais, effectivement. Un nouveau champion, en tout cas pour ce split, pour le mid laner des G2. Et un champion qui offre énormément de scaling à son équipe. Donc là G2, attention, ils sont armés pour le late, même si on voit Tristana, Azir, Shirokat. En fait G2 est pas du tout démuni d'arguments. Et on a déjà swap lane pour les G2 et c'est déjà anticipé par Rokat. Parce que forcément on a senti que c'était pas le dragon océan qui allait être la priorité. Par contre ils vont tous être là, ils sont 5 hein, les G2, ils sont 5 sur cette phase de jeu. Memento, il y a une ward, ça permet à Perkz d'assurer tranquillement son focus et Memento ne peut absolument pas bouger. Un nouveau kill pour G2 et on voit que le Gnar est quand même très loin de la T1 bot. Là il faut vite évacuer la zone côté Rokat, on risque de perdre des joueurs. Perkz, Jankos, attention c'est IQ qui est maintenant enfermé dans Skurren qui utilise son ulti un peu en désespoir de coach, j'ai l'impression, et le kill de nouveau. C'est Perkz qui le sécurisera sur IQ. Rokat qui perd le fil de la situation et j'ai l'impression qu'ils ont ils ont pas réussi à comprendre directement que G2 était à 5. C'est intéressant, alors après il y a juste, là je suis en train de me dire mais comment est-ce qu'ils ont fait pour être autant? Parce que vraiment le Gnar a pris push le bot, l'Azir a push le mid. Ouais, mais en fait, alors, ça serait très difficile s'il meurt. Non, finalement, il sort. En fait, le Gnar, il était quand même à sa T2 au moment où il était en train de taper la première wave sur sa T2. Au moment où les joueurs G2 étaient quasiment prêts pour un dive. Attention, le stun qui passe sur le joueur de la part du Memento. Très bonne counter-attaque de la part du Jack, des Rokat, ça flash in et Wadid est là en soutien. On sauvera Perkz, Wunder se sauvera lui-même et pendant ce temps-là, G2, bien sûr, ne perd pas de temps. C'est un héros de la faille récupéré par Jankos et par Yernan. Et t'as un mid quand même pour les Rokat. Ouais, forcément, on est allé un peu trop loin. C'était un timing reset là, complètement non respecté de la part de G2 et forcément, du coup, c'est assez dur. Peut-être pas intéressant de faire le dragon des océans juste maintenant, parce que c'est pas forcément le dragon le plus apprécié. En fait, la donnée qui change tout, c'est que non seulement regarde le Gnar. On a un ulti de Tahm-Kench. Effectivement, le Gnar n'est pas présent. On a une petite Tahm-Kench, donc bien sûr qu'il fausse tout parce qu'il vient bien trop rapidement. Mais surtout, pourquoi ils ont pas reculé avant? La Camille est restée dans ce trade. Oui. Donc là, en fait, tu joues sur un power spike de G2 qui dit nous sommes prêts à sacrifier le farm de Camille pour pouvoir vous fight. Donc dès lors, il faut juste reculer et accepter en fait ce moment-là et dire bah du coup vous prenez un tour du top, bah nous on va prendre un tour du bot avec Gnar, ça me va. Là c'est étonnant. Vous committez à 4 personnes, nous commit à une. Et voilà. C'est étonnant. Et Memento s'en fait attraper. Par contre Wunder le fait check qui pourrait coûter cher, le stun qui passe mais le grappin a été activé. Et oui, c'est étonnant que IQ et Norskuren soient restés sous cette top. En fait, genre ils se sont dit est-ce que du coup on peut quand même défendre et respecter notre rôle d'anticiper le swap lane? Ça n'était pas le cas. Surtout que la Triste elle reste, donc elle bénéficie même pas de l'ulti de Taric. En fait, en restant, elle a aucune chance de survivre. Aucune. L'invocation du héros de la faille pour Jankos. Et on va chercher cette T1. Ouais, c'est bien. Il faut, même si genre malheureusement le héros de la faille, j'aime beaucoup le public. Même si le héros de la faille n'est pas très bien utilisé dans la mesure où il n'enlève que. Oh, j'ai jamais vu cette interaction. Genre le moment où il charge pour la T2 mid, c'est la tour d'Azir qui a pris. La tour d'Azir, ouais. Mais genre le coup de tête était chargé avant que la tour apparaisse. Ouais. Et il a switch. Donc j'avoue, genre j'avais cette interaction ne me dit rien non plus. D'un point de vue code, s'il y a nos amis développeurs ici, c'est d'y penser, je trouve c'est vachement intéressant. Que genre c'est un compteur. Tu peux rattraper l'aggro du héros de la faille. En fait, je pense que c'est une variable où en gros
la première fois le Herald se dit ok il y a une tour, je vais attaquer. Et ensuite au moment où il lance sa charge, il y a encore une interrogation de quelle est la tour la plus proche en fait. Et il ne prend pas la même variable sur la première tour et la deuxième tour. C'est super intéressant je trouve là, de voir ces petites choses. C'est la tourelle des Murdinger. Non, je déconne bien entendu. Sous ulti peut-être. Elle est un peu plus imposante dans ce genre de cas, ça justifie peut-être plus un héros. En tout cas, dragon pour les G2 eSports, ce dragon des océans. Et donc on a des G2 pour l'instant en très bonne situation dans le match. Autant ça a été serré pendant un moment, mais ce swap et le choix délibéré de laisser la Camille top pour jouer le 5-man group, ça fait la différence pour G2. À partir de là, ils font quand même un gros break, puisque la T1 mid tombe également, ils ont pris le héros. Ça fait 3 tours à 1, Shons. Et maintenant, quelle configuration serait idéale pour les G2? On voit qu'ils ont envie d'abuser de leur double TP pour 1-3-1, j'ai l'impression. Et bon, ça va faire mal en rocade puisqu'on les connaît. Ils ont beaucoup joué sur ce 1-3-1, mais sur cette game, ils n'ont qu'un TP. Et en plus de ça, G2 a un Tahm Kench, donc la mobilité globale est en leur faveur. Je pense qu'ils ont les arguments pour gagner largement les teamfights, les G2. Mais en mid-game, ils peuvent parfaitement abuser de ce multiple push. Pardon. Oui, tout à fait, c'est le 1-3-1. Phase écho un peu plus du jeu où en fait, tu veux juste récupérer les ressources et après c'est essentiellement le travail de fond du jungler et du support en fait de chercher la vision et souvent entre le mid laner donc qui est désormais au top et l'ADC qui est au mid. Donc là on va voir le Zac et le Tahm Kench probablement ward autour du Nashor parce que le dragon océan est bien trop loin de sa réapparition. On est à 21 minutes de jeu donc il y a no rush. Mais il va falloir commencer à setup la vision. On a l'info sur les TP, le Gnar et la Camille ont le TP donc pareil si on arrive à créer une sorte de distorsion dans la jungle, on peut essayer de chercher la fight. Chips. Les G2 qui sont justement en train de... Qu'est-ce qu'il fait au Baron Perse? Peut-être qu'il récupère une ward. Ouais, en tout cas, G2 est en train de travailler la vision autour de ce Baron. Ça c'est très bien fait. Et ça c'est la patte de Yarnan. Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais c'est un gars qui collait souvent ce genre de choses. Tu vois, qui rappelait les objectifs à ses coéquipiers en disant allez les gars, là c'est la vision, il faudrait une ward là, il faudrait une ward là. Tiens, tu vois au loup, maintenant il y a une ward Camille, donc au cas où il y a une fight, je te préviens, il y a une ward. Du coup la Camille dit ok, moi je suis prêt, il n'y a pas de souci, faites ce que vous voulez les gars. Et du coup au moins elle aura un point d'ancrage dans la prochaine teamfight. Et voilà, et là maintenant que la vision a été posée, on recule et on attire les gens. Potentiellement, si la fight est à leur avantage, on a 5 gold d'avance quand même. Dans le piège de la Camille. Le petit loup, là la ward au loup qui est ici parfaite. Pour une teamfight. Effectivement, elle est passée au travers des pings des Rocats. Pour l'instant, Wunder a l'air de se concentrer sur le push, sur cette bot lane. Et là, on va croiser Profit. Bon, normalement, le 1v1 est assez largement en faveur de Wunder. Là, d'ailleurs, il n'hésite pas à prendre ses trades avec le soutien quand même en coordonnées de Wadid et Diarnan. Mais en fait, en termes de decision making, attention. On a l'arrivée de Blanc, on a l'arrivée de Memento également, les Rocats sont nombreux. Les Rocats veulent punir cette ulti du Tahm Kench. Oh, c'était très très dangereux là quand même parce qu'ils ont tenté de faire quelque chose en 3 contre 1, mais les Rocats étaient déjà prêts à rotate, sachant qu'ils avaient vu que le Zac était sur le top side, ce qu'il a marché sur le carapateur ici. Donc on a bien fait vraiment de reculer très très vite du côté de G2 parce que s'ils avaient commit un tout petit peu plus, je pense que le Azir aurait pu Shurima Shuffle et les annihiler. Donc on va repush le mid, on reprend une situation normale de jeu et on va tenter, vu que les wards qui ont été posés précédemment ont dû disparaître, tenter de repositionner tout ça. Ouais, les Rocats, pour l'instant, qui, on le sent, ne veulent pas lâcher leur présence à proximité de ce Baron Nashor, d'où toutes les pinks investies. Et d'ailleurs, il y a eu cette pink là. La pink au loup. Justement, la pink des loups, ils l'ont vu cette ward. Les Rocats. Et ouais, elle est connue celle-là parce que forcément on passe jamais dessus et pourtant elle est quand même super utile. Et ça c'est aussi potentiellement, on peut le mettre en avant même si on ne le sait pas trop, une bonne analyse du coach qui est en amont, qui a dû voir en fait qu'il y a des wards souvent positionnés ici. Ça me rappelle par exemple qu'il y a certains joueurs qui mettaient beaucoup de wards au mid, donc tu vois genre sur les voies. Sur la mid lane, ouais. Et d'autres qui n'en mettaient pas du tout. Et c'était vraiment dans leur style de jeu de le faire ou de pas le faire. Et du coup tu pouvais le reconnaître. Donc parfois, je me souviens quand on bossait avec Casting à l'époque, je lui disais bah écoute, passe un trinket rouge sur tout le long. Parce que tu sais qu'il y aura forcément une ou deux wards au mid. Et une ou deux wards au mid quand le mec en a 4, c'est quand même beaucoup potentiellement. Et t'en as une qui est tout le temps au mid. Et on arrivait à gagner un peu et à gratter un petit peu de temps à ce niveau là. Donc juste il faut être patient. De toute façon, plus on avance dans la partie, plus
les champions sont forts en termes d'objets. Donc si tu as le contrôle, si tu as la position et tu es proche du Nashor, tu peux le faire plus facilement et plus rapidement. Donc faut juste être patient, pas craquer, pas forcer une teamfight. C'est bien ce que font les G2, ils temporisent. Et on s'oriente donc, je pense, vers une grosse bataille autour du Baron, parce que ça ping énormément. Une fois, ça va dépendre aussi du flux et du reflux sur les side lanes. On a Wunder qui va être chargé de tout ça sur la bot lane. En tout cas, Perkz qui restera à proximité du Baron et donc du plus gros de ses coéquipiers. Et attendez, parce que pour l'instant, Profit est seul bot. Qu'est-ce qu'ils nous font les G2? C'est une session de clear. Oui, Camille. C'est une session de clear, mais normalement Rocat a suffisamment de ping pour remplacer. Hein. Ouais, mais là il grappille, même la Perkz commence à avoir des priorités. Il suffit qu'il laisse une petite seconde et avec des coups de brillance, ça peut être très vite. Là on va le voir peut-être, je sais pas s'il grid, non il grid pas pour une auto. Il a envie de la mettre. Oh, il voulait, il prend un crit directement de la part de EQ. Ah, on dirait vraiment que ça a chatouillé. Il voulait juste faire un petit hop. Mais ouais, il n'a pas non plus le Rapid Fire Cannon, c'est le prochain item d'ailleurs sur lequel il se dirige. Hop, encore une fois, on va chercher cette balise de vision loup. Et là, c'est super le travail de Northcurrent, vraiment. C'est là aussi on voit les grands supports. Ça me rappelle une interview de Cassing justement qui disait est-ce qu'un jour j'aurai juste le statut de MVP sur une game ou autre chose. Et bien sûr, il était triste parce que les supports on ne voit pas trop dans leur travail de ward. C'est pas vraiment quelque chose qu'on met trop en avant. Mais les équipes à niveau professionnel sont au courant de ça. Quand tu vois vraiment le support en face qui clear toutes les wards que tu poses et qui te contre en fait d'un point de vue vision, du coup vraiment c'est un support qui joue de manière excellente et qui permet de sécuriser la game parce que ça ne se joue pas au niveau mécanique entre ces joueurs, ça se joue uniquement à deux choses, c'est le contrôle des waves et la vision de jeu au niveau des balises de vision. Donc si tu maîtrises l'une des deux, forcément tu pars avec un peu plus d'avantage que l'autre. Et ouais, toujours 5k gold d'avance, mais là ça m'étonne pas. C'est le moment Chips où il faut savoir attendre. Peut-être qu'il y a aussi un call de Power Spike qui est attendu. On attend le troisième item de Yarnan, celui de Corki en même temps. Peut-être, effectivement. Si les deux arrivent ensemble, ça donnera un énorme pic de puissance à ces G2 eSports. Et Rocat, de leur côté, ils montent aussi. On va chercher le troisième item pour Blanc et pour EQ. Ouais. Le champion qui devrait avoir la maîtrise de la portée conventionnelle. Non mais ouais, après attention au poke quand même du Corki et attention surtout aux engages du Camille plus Zach. Qui pour le coup en portée d'engage c'est G2 qui a la maîtrise. Et en portée de dégâts ce serait plutôt les Rocat. Ah, ça tient sur toutes les lanes, hein. On a juste Perkz qui est level 16 dans la partie. Forcément 330 creep à peu près en 27 minutes. C'est énorme, c'est beaucoup. Il farm très bien, il en rate très peu. Et du coup là on va push et nouvelle session, on va déwarder. Malheureusement on n'a que 2 océans pour pouvoir accélérer la partie, c'est sûrement la pire chose. Mais il va falloir qu'ils utilisent bien. Alors du coup là aussi l'intelligence d'un Jankos ou d'un Wadid, c'est de comprendre que le support en face déward tout le temps au niveau des loups et etc. D'ailleurs il y a encore une ward qui était positionnée au niveau des loups sur la minimap. Mais du coup peut-être les positionner ailleurs les wards, tu vois, pour essayer de jouer avec. Et Northcurrent va jamais se dire oh imagine, il pose des wards ailleurs et plus dans les loups. Ah du coup je vais pas check les loups, tu vois, genre il est obligé quand même de vérifier. Et vu qu'un trinket rouge ça quand même met beaucoup de temps à revenir, du coup tu peux peut-être la outbrain sur cette phase de jeu et attraper quelqu'un avec un Zac de très loin. Et toujours ce travail inlassable des top laners, alors sur le bot cette fois, mais qui se renvoie à chaque fois la balle en termes de clear, pas cette fois pour la Camille de Wunder, ceci dit. Ouais, on va aller chercher, on a envie de taper la tour du top là du côté de Perkz, attention on va grid, voilà, et là une auto, 2 autos, on est sur 2 autos là, vraiment la tour qui ne descendra pas plus, mais elle est lente la progression des G2, mais attention sur cette phase de jeu ils ont quand même réaffirmé leur vision, ce serait peut-être le bon moment pour punir Rocat alors qu'ils vont tenter de clear traditionnellement, voilà c'est ce que font les deux équipes depuis tout à l'heure, hein. Prise de vision, clear, etc. et là G2 a tenté de perturber le cycle des Rocat. C'est ça, parce que Northcurrent a dû aller chercher une ward un petit peu plus loin que d'habitude, celle que vous avez vue pas loin du Gromp. Et du coup voilà, Zac était prêt, c'est aussi la force de ce champion là, d'aller chercher. Donc c'est un flash, alors c'est pas grand chose, mais du coup s'il refait ça, Northcurrent il est mort. Donc il va aussi devoir prendre ses précautions. Et parfois à ce niveau là de la partie, un kill sur un Taric peut provoquer un Nashor dans tous les cas, parce que du coup t'as plus de la personne qui pose les wards et surtout tu n'as plus ton tank. Gnar étant en top lane, en tout cas il n'est pas forcément avec l'équipe, et Jax n'est pas un tank à l'heure actuelle. Pas assez fort. Wunder qui pourra reculer, on a abandonné la bot lane du côté des équipes. Northcurrent qui prend beaucoup de dégâts, une lumière cosmique pour le sauver. IQ ramené par ce Q-spell de Jankos. Il utilise son heal.
directement. Il est obligé d'aller sur... Oh, Jankos qui retourne directement. S'il est entre les deux joueurs. Oh, et le kill pour Perse finalement. Très bien joué effectivement de la part de Jankos. Et voilà. C'est une T2 pour les G2 qui finissent petit à petit par ouvrir ce cadenas Roccat. Ouais, il crée l'écart. Hein. Il crée l'écart sur ce pick Zach. Parce que voilà, souvent à la draft, on essaie de comprendre l'utilité de quelques champions. Et c'est vrai que par exemple là, Lee Sin, qui est un champion qui n'est plus joué, mais pour donner un exemple, n'aurait jamais pu faire ce que vient de faire le Zach. Ils engagent d'aussi loin et aussi genre précise. Alors il y avait le kick, mais Zach a tellement de possibilités dans son kit à l'heure actuelle. Et du coup ça libère un Nashor sur un kill, quelques wards, une bonne pression. Le Nashor est libéré et là c'est le snowball parfait qui part. Comme quoi une game peut se jouer à rien. Mais c'est dans chacun des petits détails qu'on fait des gros détails. Bah, on les voyait, de toute façon, ces deux équipes travaillaient énormément sur cette vision. On sentait que c'était le cœur finalement de l'affrontement autour de ce Baron Nashor. Et il a fallu une bonne prise d'initiative ici de la part des G2. Enfin, une. Donc c'est une accumulation. Voilà. On prend d'abord le flash du Taric. On gêne un peu la sécurité adverse. Et là, paf, Jankos qui frappe. Et le kill est récupéré pour G2 et la T2 et le Baron Nashor. Et là maintenant, ils ont quasiment de quoi finir le match ces G2. C'est parti, on va pouvoir push. Donc là ça va être intéressant à ce niveau-là, vu qu'on est sur un timing Nashor. L'idéal c'est de repush les waves. Donc là le Corki est en train de push le bot forcément pour accompagner la vague. Et on a une Camille qui va au top parce que la wave est à l'inverse de la position de G2. Donc on veut juste mettre un petit coup pour la contrebalancer. Et voilà, dans tous les cas elle a le téléport pour pouvoir rejoindre... le reste de l'équipe. Et ensuite on va lui rejoindre à mon avis sa lane. On va push le mid. Le Corki a aucun intérêt à rester au bot. Je pense. À part ça, il y a un Zach qui peut venir avec lui. Ok. Si le Zach vient, on peut peut-être surprendre. Mais là je pense qu'il faut forcer un peu plus et être regroupé. Là il faut un Varus et un Corki au même endroit je pense. Le Corki vient au mid là. Alors le Zach de Jankos. Et un slingshot égale une tour. À ce rythme-là, dans quelques minutes, on a fini. Hein, parce que petit à petit. Le slingshot de Zach n'a pas un énorme cooldown, effectivement. 3-0-1 pour l'instant pour Perk, c'est maîtrisé. Côté G2, vraiment. Puis on voit, ils sont pas tombés, tombés dans le piège de la précipitation, dans le piège peut-être du TP flanc trop forcé de la Camille. On a vu qu'ils sont souvent laissé l'opportunité avec cette ward loup, mais ils l'ont pas forcé. Non. Non, ils ont jamais forcé, ils ont toujours été patients. Là d'ailleurs, tu parlais d'un slingshot ici, Jankos qui arrivera peut-être à trouver EQ et l'ulti de Northcurrent qui est utilisé bien trop hâtivement. Ah mais bien trop hâtivement. Et du coup qui ne l'a pas. Et là je pense que ça peut forcer le dive, hein. C'est pas normal, c'est une erreur. Ça va faire mal, les Roccat qui ne savent pas rester... Oh attention, on ramène Memento, mais les dégâts de Perse sont quand même conséquents. 4 items pour le mid-laner des G2. Là, il fait des trous là, à mon avis dans les défenses. Wadid ici qui arrivera à poke suffisamment de memento pour que son équipe puisse follow up. Et là on avance, on en profite. Attention Megagnar, Oh, on a peur qu'il avait un flash pour pouvoir avec un ulti à ramener toutes les troupes ennemies. Medica Gold maintenant d'avance avec ce baron Nashor. Mais on n'a toujours pas pris une T3. Mais on progresse tout de même du côté des G2. Ils ont encore une vague pour pouvoir récupérer une T3. On a le slingshot du Zach sur la mid lane. C'est peut-être le moment. EQ qui survit à rien du tout. G2 a manqué une auto-attaque. Une auto-attaque l'aurait sans doute été suffisante. Mais l'inhibiteur est récupéré. Et peut-être celui bot également, Sean. C'est une mort lente. Là c'est une mort lente. Là ils sont en train de mourir un peu comme avec le poison. C'est-à-dire que tu l'ingères petit à petit jusqu'à décès. Et ils ne peuvent absolument rien y faire. Je pense que bien sûr l'exploit peut venir du Azir. C'est un pick qui est capable de retourner beaucoup de choses. Et avec un méga Gnar non respecté, il suffit de une bonne partition impériale. Tu ramènes les personnes, Gnar qui suit derrière, Corki et ou Varus meurent sur le premier coup. Et d'un coup la Tristana peut jump, faire du snowball. Et bon, une Tristana dès qu'on arrive en late game, elle peut avoir 0,50, elle sera quand même très efficace. Donc... surtout qu'ils ont beaucoup de chance les Roccat, c'est qu'il y a eu 3 océans. Du côté de G2 sont vraiment les pires. Je ne comprends toujours pas pourquoi il y a des dragons océans encore dans la méta. Genre, j'ai vu qu'ils avaient changé pour le prochain patch le dragon désert en leur ajoutant donc de la pourcentage de movement speed pendant le combat et triplé en dehors du combat. Alors que le dragon d'océan ne sert à rien. Enfin, moi je suis pas d'accord avec ce choix de devoir
de devoir le garder, d'autant plus que le dragon océan est le plus dur à faire parce qu'il te ralentit très fortement quand tu es en train de le faire. Donc si du coup il y a les ennemis qui essaient de le contester, ça devient difficile. Et du coup G2 ne peut pas profiter du fait qu'en 35 minutes de jeu ils ont eu 3 fois le dragon. C'est 3 dragons des océans. Après ils pourront capitaliser sur un Elder quand même avec les stacks de brûlure. Et ouais, c'est sûr qu'en termes de bonus brut, disons que ça peut être utile dans certaines configurations, mais dans la leur, là... Sinon tu mets de la régène HP pendant les combats. Alors vraiment tu le fais de manière très brute, tu mets des ratios un tout petit peu plus faibles, ce qui serait beaucoup quand même 4%. C'est beaucoup, ouais. Voilà, non, mais tu mets des ratios plus faibles, mais du coup vraiment quelque chose qui te dit bah voilà, tu commits sur le dragon, l'un des plus durs à faire avec son ralentissement, t'as un mérite, tu vois, genre tu te dis pas genre juste yes on a gagné la loterie, c'est un infernal, tu vois. Mais bon, c'est une autre discussion, en tout cas peut-être avec Profit. Level 17 contre level 18, on essaie... Wunder, il les prend pas spécialement jusqu'au bout ces traînes, hein. De toute façon il se contente de mettre la pression et surtout d'insister lorsqu'il y a le mini Gnar en face de lui. Avant ça, il ne prend pas trop de risques, donc là voilà, on a un mini en face. Wunder rentre dedans. Bon, il faut quand même se méfier de l'ARI et de tout le slow, même si bon l'ARI maintenant est plus anecdotique qu'il ne l'était en early game bien sûr. Oui. Et G2 on grignote. qui rempile un nouvel inhibiteur récupéré et reste celui de la top lane maintenant, Shot. Ouais. Du coup ils l'ont déjà fait une fois, ils l'ont déjà fait 2 fois, jamais 203, du coup on va aller chercher le top. Alors peut-être qu'on va attendre le Nashor, ceci dit, il reste 1 minute de jeu. Je pense qu'on n'est pas pressé du côté de G2. Là on va essayer encore une fois de toquer à la porte pour voir s'il y a vraiment quelqu'un qui peut répondre, mais pour l'instant il n'y a aucune réponse du côté de Rocade. Donc bah si du coup ils veulent finir, s'ils ont le droit de finir ils vont peut-être le faire. Je sais pas trop ce qu'ils attendent. Ils vont prendre cette T3 top, j'ai l'impression les G2. Naturellement les Rocades qui sont forcés de défendre sous leur tour de Nexus. Et ça manquait d'un creep. Côté G2, ça y est, ils sont présents. Et Perkz qui insiste, quel boulot de Pog, de Perkz en side lane. On a le slingshot de la part de Jankos, c'est le moment, Memento. Un ulti Taric pour temporiser, mais G2, voilà. Ils le savent, à la fin du méga Gnar, ils auront tout l'espace disponible pour s'engouffrer dans la base des Rocades. Plus de méga Gnar. Plus d'ulti Taric, c'est facile, maintenant on déroule les Perkz. Ils jouent avec eux. Ça qui est dur on poke, on les attire. On respecte toujours la descente en sécurité minimale. Et une dévoration du côté de Wadid. Jankos en sécurité, toujours Perkz, toujours ce travail, toujours. Perkz se repositionne, une Valkyrie, les Rocades, baladé encore une fois. Wunder, forcé de flash. Il était osé ce grappin. Ouais, là Wunder ici qui a voulu suivre le move de Perkz. Mais il n'a pas les mêmes sorts que lui pour pouvoir s'échapper. Et le baron est là finalement, Sean. Ouais, il va falloir back. On est sur un timing où il doit avoir beaucoup de gold. J'aimerais bien voir d'ailleurs ce qu'il achète les joueurs là ici. Il doit avoir au moins 1500, peut-être 2000 gold. Après il n'y a pas eu de kill, il y a eu des tours et beaucoup de farm. Donc ouais, on va juste contrôler le Nashor. Rocade est obligé de choisir entre soit défendre, soit contrôler le Nashor. Donc G2 va faire la danse du Nashor. C'est-à-dire qu'ils vont pas forcément le faire, mais ils vont être dans le coin pendant que les creeps vont avancer vers la base ennemie. Et puis voilà quoi. À mon avis la partie, à part un coup d'éclat de la part de Blunk ou de Profit... parce que là il faut voir que la fenêtre de possibilité pour les Rocades est quand même hyper réduite. Effectivement ils sont sous pression dans leur base. Et si jamais ils prennent un fight qui s'éternise trop, en fait les creeps finissent. Ouais. Et si jamais ils y vont pas, ben... Après il y a même un double TP, hein. Camille Corki qui TP sur un des creeps dans la base. Aussi, ouais. Ça peut devenir une sorte de... Ouais, honnêtement, c'est quasiment pas solutionnable pour Rocade comme situation. Ouais, les solutions elles se font sur ce dive au top. Là tu vois le replay, tu regardes le dive au top, tu comprends, en fait, tu expliques pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas y aller, etc. Pourquoi est-ce que Memento n'aurait pas dû être dans cette jungle, pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas défendre si tu voyais que la Camille committait à ce niveau-là. Et tu dis bah voilà les gars, go next, genre on a compris pourquoi on a perdu la game, parce qu'il n'y a eu aucune action sinon, il n'y a aucun... Et les fenêtres en fait, s'ils les ont pas vues pendant le match, ça aurait été difficile. Et puis G2 c'est l'équipe vraiment qui fait très peu d'erreurs de nos jours. De plus en plus, hein. C'est vrai que autant pour les premières semaines des LCS Europe, bon, ils se rodaient tout simplement, mais c'est vrai que depuis la semaine passée, où ils ont sorti quand même une perfect game contre Vitality, une équipe qui justement sait se créer des opportunités normalement, notamment en termes de fight. C'était surprenant. Et pour moi ça en disait quand même assez long sur la puissance de G2 en termes de contrôle dans leur match. Tu sens que voilà, c'est une équipe qui sait gérer son avantage et qui sait comment progresser. La seule mort de G2 pour l'instant c'est ce stem catch, mais vraiment c'est à la dernière auto, hein. C'est vraiment un boulet de canon sur une action un peu trop périlleuse où Wadid est obligé de sauver son allié. Ouais, de toute façon
Il y a toujours un moment ou deux dans le match où tu es un peu sur la corde, où l'adversaire arrive à te menacer, mais c'est vrai que ça a été plutôt bien géré dans l'ensemble. Ils ont perdu une seule tour mid, les G2. Non, mais là, sur cette action justement dont tu parles, bon, c'est le seul accro en fait pour eux. Et vraiment, il n'y a pas eu d'autre problème. Et là, on attend du coup les doubles creeps qui arrivent, et là, ça va être plus dur à gérer. On espère qu'ils ne sont pas synchronisés. Par contre, les waves du top et du bot arrivent un peu plus tard. Donc Azir a l'air de pouvoir clear tout ça avec l'ulti de Varus. Est-ce qu'on va essayer de poke? L'ulti d'Earthquake qui arrive peut-être un petit peu trop vite. Profite. Ouais, profite qui est contrôlé. Il pourra pas utiliser son méga Gnar de façon offensive. Et l'ulti qui ne sera même pas utilisé. Yonkos qui en profite pour cogner les crânes de Roccat entre eux et Memento. La counter-attaque lui permet de sauver. Pas ces auto-attaques de Varus. Un triplé. Finalement pour Yarnan. Wunder qui rentre dedans. Il sera tué. Bon. Attention, ouais non, je pense qu'il y a beaucoup de... Dans tous les cas, il y a les triple inhibiteurs qui sont tombés, les dégâts de Corki, Perks la Gatling qui sortait du Tahm Kench, qui s'est mis à votre mitraillette. Le Tahm Kench, le tank avec Gatling intégré. Et ouais, donc forcément, Grabs à mon avis a déjà célébré cette victoire avant. Très propre hein, de la part des G2. Mais nickel, bravo. Rien à dire. Grabs qui s'impose contre son ancienne équipe. Ça commence vraiment, enfin ces G2, ils ressemblent de plus en plus à une équipe qui pourrait aller chercher le titre hein, pour moi. Ouais, là, on a déjà vu beaucoup ce scénario hein, dans les LCS où des équipes commençaient très faiblement et ont réussi à monter. On pense notamment à Origen qui sont allés chercher pour l'un de leurs derniers splits convaincant une finale. Alors qu'ils étaient arrivés à Berlin 3 jours avant que les LCS commencent. Non mais Origen c'est un peu spécial hein. L'expérience et le talent des joueurs de l'équipe étaient tels qu'ils avaient réussi un peu à tromper la logique hein, parce que bon l'ambiance et l'entraînement de l'équipe étaient vraiment délétères. Ouais. Mais bon, très difficile. Avec de l'XP, avec du talent tu peux. Non ouais là c'est le moment où tu as fait une grosse erreur au top dans ce match contre une équipe de top du classement qui joue vraiment très bien, qui joue de manière très intelligente. Donc juste, tu dois accepter que l'équipe en face était meilleure et regarder le replay, dire voilà, faut pas faire ça. Et finalement, je dirais que c'est vraiment le contrôle contrôle des événements, le contrôle du flow du match hein, qui a permis à G2 de s'imposer aussi lourdement parce que finalement qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu un kill top en early game pour G2. Ils ont réussi à prendre cette tour bot également. Ouais, sur ils ont pris le héros. Enfin voilà, mais juste ils ont gagné toutes ces situations early game. Ça n'a pas créé de différentiel énorme. C'est-à-dire que Roccat jusqu'à 20 minutes de jeu, je dirais qu'ils n'étaient pas vraiment largués en termes de CS ou autre. Non, mais c'est vraiment l'accumulation d'avantages côté G2. Ils ont gagné tous ces petits moments. Petit à petit. Mais ils ont réussi à avancer. Au bout du compte, ça fait 3-4 000 gold d'avance. Ça fait toutes les T1 débloquées. Tu peux jouer une lâcheur plus facilement. Tu avais le Zac aussi, hein, genre en dehors des plays mécaniques, je pense que niveau vision, on l'a vu au niveau du score, il avait un très gros score de vision, le Zac dès le début très vite dans la partie, c'est-à-dire qu'il a réussi à avancer, en fait, à enlever les wards et à contrôler ce Jax, et le combo en fait Corki-Zac a été bien plus terrifiant que le combo Azir-Jax, et c'est pour ça que du coup ça a avancé sur la bot lane. Et c'est vrai que lorsque tu récupères le first blood sur une prouesse mécanique de Wunder, c'est le move pour moi de ce début de partie qui change tout en fait. Le first blood plus la first tourelle, bah du coup tu arrives sur un delta qui est énorme en fait. Ouais. Alors qu'il n'y a eu que 2 actions importantes. C'est ça. Et derrière il y a eu le swap lane, et là le swap lane était mal géré par Roccat. Le swap lane a fait très mal. Il doit prendre un petit taquet à mon avis. Pourquoi il s'est retrouvé dans cette position là alors qu'il n'avait pas respecté en fait tout simplement le titre Tahm Kench, mais il y avait quand même une position assez avancée. Le swap lane est l'élément qui fait le break quasi définitif pour G2. Ouais. On a une interview et on revient juste après. Actually, how are you feeling about that? Well, I'm feeling happy. We played a pretty good game. I think we could play like a bit faster maybe, because it was a bit slow, but as people say, slow and steady. And it's your 7th win in a row. Is it your final form yet? No, we are so far away from our final form. Like we are still so bad. It's just like that. The other teams in Europe are just worse than us. Besides maybe Fnatic, which we will see tomorrow. Maybe we are better than them. And yeah, we just have a lot to work on still, but we're getting better and better, so it just feels nice to see progress and improvement. And the question is like whether we can keep it on all the time until playoffs and after. So
it's a question for long term, but right now we're doing good, yeah. Obviously, and there's just still time for that. I'm sorry. I want to talk to you about this game and specifically the Corki pick, because it's the first time you've been playing it so far, this split. Why did it fit in this composition? Well, I think just Corki is strong now. I saw Caps play last week, so I got impressed. So I wanted to play myself, and I played like Corki is like my champ for like 3 years already. Like I've been playing it like on and off, even though like I have some games where I really into with Corki. But yeah, I think I'm really good on the champ, so I just picked it up basically yesterday. And the lane was supposed to be a bit harder, but yeah, I managed to go ahead in CS. But yeah, overall, I like the champ. You were talking about Caps. You will be facing him tomorrow. It's going to be match of the week, G2 versus Fnatic. How do you think that will go? I think G2 will win. Like Fnatic is the best team with us right now, but I just think we have an edge over them in every role, like bot, top, mid, and jungle. Everyone is better. Maybe if I have a bad day, Caps will like smurf, but I think I'm better than him, so it'll be fine. Well, that's a story for another day. Thank you very much for joining you for the moment, and congratulations again. Thank you. We're gonna take a short break, and right after, it's gonna be H2K versus Fnatic, so don't go anywhere. Et nous sommes de retour. Alors Perks du coup qui parlait, c'était marrant. Son constat général était quand même assez marrant. Genre bon ok, toutes les équipes sont mauvaises en Europe, mais on est un peu moins mauvais que les autres. On est un peu moins mauvais que les autres. Du coup, voilà. Et il y a que Fnatic. Ouais, vraiment, mais sinon on est meilleur que au top, au mid, en jungle, en bot. Ouais, et on aura justement ce match de la semaine demain sur Eurogaming, G2 contre Fnatic. Ce changement de énorme rencontre. Et il disait donc qu'il s'était inspiré de Caps pour le pick Corki. C'est vachement bien que ces équipes-là changent un peu de mentalité. Tu vois, genre par exemple au sport, même dans le foot, tu vois, genre, à la fin d'un match, les joueurs vont toujours dire oui, c'est un beau travail de l'équipe, nous avons mérité cette victoire, nous avons bien travaillé à l'entraînement. Alors que les joueurs maintenant de l'e-sport commencent un petit peu à avoir en fait cette couleur e-sport, c'est-à-dire un peu plus d'ego, un peu plus d'entrain. On est quand même en 2018 et de lâcher des voilà, nous on pense qu'on est meilleur que tous les autres, sont tous plutôt nuls, tu vois, mais quand même dans le respect, dans l'amusement, c'est quand même quelque chose qu'on voit de plus en plus et c'est une bonne nouvelle, moi je trouve. Effectivement. Alors on va se laisser là. Suite à cette victoire des G2, le prochain match concernera Fnatic et Fnatic H2K, excusez-moi. Donc belle rencontre à venir avec des H2K qui font une grosse semaine 5, qui gagnent 2 fois. Fnatic est en forme également. Le retour de Chouk, dont tu connais certaines choses, Shonzi. On se retrouve après la pub pour ce Fnatic contre H2K.